Elle m'a dit que j'étais la chose la plus réelle qu'elle avait jamais rencontrée. Mais j'ai choisi de disparaître. Et maintenant, 20 ans plus tard, j'ai compris pourquoi. Je l'ai vue avant de l'entendre. Elle était assise près de la fenêtre du Blue Iris, un verre de bourbon à la main, la tête légèrement inclinée. Il y avait de la pluie dehors, cette pluie new-yorkaise du mois de novembre qui rend tout gris et mélancolique, et la lumière orange du club se reflétait sur son visage. Elle avait la peau couleur d'acajou, des yeux qui voyaient des choses que personne d'autre ne pouvait voir, et une tristesse autour d'elle comme une aura. Une tristesse si profonde qu'on aurait dit qu'elle était née avec. Je me suis figée. Mon nom est Diamonde. Je travaille au Blue Iris depuis 3 ans. Je suis serveuse 4 soirs par semaine, et le reste du temps j'essaie de rendre ma vie viable dans cet appartement miteux de Harlem que je partage avec 3 autres filles. Je ne suis pas belle de la façon que les gens attendent. Je suis grande. Mes cheveux sont courts et crépus. Ma peau est noire foncée. Je ne souris pas assez. Je suis directe. Je dis des choses que les gens ne veulent pas entendre. Généralement, les gens ne me remarquent pas. Mais cette femme m'a regardée. Et quand nos yeux se sont croisés, il s'est passé quelque chose. Quelque chose de chimique. De dangereux. Elle s'appelle Vivienne. Elle l'a dit elle-même, plus tard cette nuit-là, quand le set du groupe de jazz avait terminé et que la plupart des clients étaient partis. Vivienne, avait-elle dit, comme si c'était un secret qu'elle me confiait. Pas Vive. Pas Vivi. Vivienne. Elle avait un accent français, pas complètement français, mais quelque chose dedans. Elle avait grandi en Haïti, m'avait-elle dit, puis en Louisiane. Puis elle était venue à New York parce que c'était le seul endroit où je pouvais respirer. Vivienne était compositrice. Elle écrivait de la musique pour le cinéma. Les petits films indépendants que personne ne voyait, mais qu'elle composait quand même. C'est mon travail, disait-elle. Donner une âme aux histoires que les gens racontent. Elle venait au Blue Iris pour écouter, pour sentir, pour se rappeler pourquoi elle faisait ça. La vraie musique, avait-elle dit, elle vit ici, dans les clubs, dans les cœurs des gens qui jouent, pas à la télévision, pas sur les disques, ici. Et elle m'avait regardé en disant ça, comme si j'étais une vraie musique. Les semaines qui ont suivi, elle est venue chaque nuit où je travaillais. Elle s'asseyait à sa table près de la fenêtre. Elle commandait un bourbon. Et elle m'observait. Ce qui aurait dû être étrange, ça l'était, d'ailleurs, mais je n'ai pas demandé qu'elle arrête. Je venais à sa table chaque fois que j'en avais l'occasion. Je m'asseyais juste pour un moment. On parlait de musique, de rêve, de comment c'était difficile d'exister en tant que femme noire à New York en 1979. Personne ne m'a dit que j'étais quoi que ce soit de particulier, m'avait-elle dit une nuit. Personne ne m'a dit que ma voix importait. Alors j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à écrire de la musique. Et maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui écoute, vraiment écoute. Et elle m'avait regardé de cette façon. La première fois que c'est devenu plus que ça, nous étions au Blue Iris après les heures. Le propriétaire avait fermé. Le groupe était parti. Et il ne restait que nous deux. Moi, nettoyant les verres. Elle, assise au piano, un vieux piano en mauvais état que personne ne jouait jamais. Elle avait commencé à jouer doucement. C'était la mélodie la plus triste et la plus belle que j'avais jamais entendue. C'était des notes qui semblaient venir du fond de la terre. C'était du deuil transformé en musique. C'est quoi? Avais-je chuchoté. Toi, avait-elle dit sans arrêter de jouer. C'est toi. Et quand elle avait terminé, elle m'avait regardé. Et cette fois, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il y avait une question dans ce regard. Une demande. Une vulnérabilité si crue que j'avais eu du mal à respirer. Je m'étais approchée. Et je l'avais embrassée. Ce qui s'est passé ensuite était dangereux. On ne parle pas de ça en 1979. Pas à New York. Pas même à Harlem où les gens ferment les yeux sur beaucoup de choses. Si quelqu'un avait su, vraiment su, ça aurait pu détruire nos vies. Perte de travail. Exclusion sociale. Violence. Peut-être. Donc nous avons été discrètes. Mais pas vraiment. Parce que l'amour, vrai amour, ça ne peut pas rester caché. Ça se voit dans la façon dont tu regardes quelqu'un. Dans la façon dont ta voix change quand ils entrent dans la pièce. Et nos collègues au Blue Iris, ils savaient. Ils n'en parlaient pas, mais ils savaient. Il y avait une fille nommée Marcus qui travaillait au bar. Marcus était un homme qui aimait les hommes. Mais il vivait comme un homme qui aimait les femmes. Parce que c'était plus facile. Parce que c'était plus sûr. Un jour, il m'avait prise à part. Sois prudente, avait-il dit. Je vois comment tu la regardes. Et je sais comment elle te regarde. C'est beau. Mais c'est dangereux. Les gens ne pardonnent pas ce genre de choses. Je sais, avais-je dit. Alors pourquoi tu le fais? Et je ne pouvais pas vraiment répondre. Parce que la réponse était simple et compliquée à la fois. Parce que je l'aimais. Vivienne vivait dans un petit appartement à Greenwich Village. Un endroit magnifique rempli de partitions, de livres, de disques de jazz usés. Chaque surface était couverte de musique.
Je passais presque chaque nuit là-bas. Après le travail au Blue Iris, je prenais le métro jusqu'à Village et je montais dans son appartement au 3e étage. Et nous nous enlacions. Pas toujours sexuellement, bien que parfois oui, et c'était doux et maladroit et magnifique. Mais surtout, nous nous parlions. Elle m'enseignait à lire la musique. Elle me jouait ses compositions. Certaines d'entre elles avaient mon nom dans les notes, des pièces qu'elle avait écrites après notre rencontre. Et je lui parlais de ma vie. De ma mère qui m'avait dit que j'étais trop difficile. De mon père qui était parti quand j'étais bébé. De comment je me sentais comme un fantôme la plupart du temps. Tu n'es pas un fantôme, disait-elle. Tu es la chose la plus réelle que j'ai jamais rencontrée. Et je la croyais. Le plus dur, c'était les matins. Parce qu'on savait tous les deux que ça ne pouvait pas durer. Il y avait une horloge qui tournait. Un compte à rebours silencieux. Vivienne avait une audition pour un grand film. Un vrai film, avec des acteurs connus. Si elle obtenait ce travail, elle partirait à Los Angeles. Elle avait besoin de partir. Sa carrière en dépendait. Et moi, j'étais collée à New York. Mes amis étaient là. Mon travail était là. Je n'avais nulle part où aller. Une nuit, allongée dans son lit, je l'avais demandé. « Viens avec moi », avait-elle dit. « À Los Angeles. » « Oui. On trouvera un appartement. Tu pourras travailler. On sera ensemble. » Vivienne. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je sais que c'est effrayant. Mais je ne peux pas partir sans toi. C'est comme si tu prenais mon cœur avec toi. J'avais voulu dire oui. Vraiment, j'avais voulu. Mais j'avais peur. J'avais peur de ce qui se passerait si j'essayais. Si je quittais tout pour suivre une fille et que ça ne suffisait pas. Si j'arrivais à Los Angeles et que j'étais seule et que je ne pouvais pas revenir. Laisse-moi du temps, avais-je dit. D'accord, avait-elle répondu. Mais je pouvais voir que quelque chose s'était brisé en elle. Elle a obtenu le travail. Elle devait partir le 15 décembre. Elle me l'avait dit semaines à l'avance. Mais à mesure que la date approchait, ça devenait plus réel. Plus impossible. Je n'avais pas dit oui. Je n'avais pas dit non. Je vivais juste dans ce limbe terrifiant entre les deux. La dernière nuit au Blue Iris avant qu'elle parte, elle s'était assise au piano. Et elle avait joué. C'était la même mélodie qu'elle avait jouée la première fois. Celle qu'elle disait être moi. Mais cette fois, c'était différent. C'était plus sombre. Plus final. C'était un adieu. Tout le monde au club l'écoutait. Même le propriétaire, cet homme grognon qui ne parlait jamais, avait les larmes aux yeux. Quand elle avait terminé, elle m'avait regardé. « Je t'aime », avait-elle dit, juste assez fort pour que je l'entende. « Peu importe ce qui se passe. Je vais t'aimer pour le reste de ma vie. » Et elle était partie. Elle a attendu à l'aéroport. 3 heures. Elle m'avait dit où elle serait. Elle m'avait dit quand elle partait. Et pendant 3 heures, j'aurais pu prendre le métro jusqu'à l'aéroport JFK et la voir avant qu'elle ne monte dans l'avion. Mais je n'y étais pas allée. J'étais restée chez moi, dans cet appartement miteux de Harlem. Et j'avais écouté des disques de jazz jusqu'à ce que je sois sûre que l'avion avait décollé. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Lâcheté, peur, ou peut-être que je savais simplement que si je la voyais une dernière fois, je ne pourrais pas la laisser partir. Les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des lettres. De Los Angeles. Elle avait trouvé un petit appartement. Elle composait pour le film. Elle pensait à moi. « Il y a de la place pour toi ici », écrivait-elle. Toujours de la place. J'ai lu ces lettres encore et encore jusqu'à ce que les coins s'usent et que l'encre commence à s'estomper. Et puis un jour, les lettres ont arrêté. Non pas parce qu'elle avait arrêté de m'écrire, mais parce que j'avais déménagé. Je n'avais pas laissé d'adresse de redirection. Je voulais juste disparaître. Parce que continuer à recevoir ces lettres, c'était trop douloureux. C'était une piqûre constante d'une vie que j'aurais pu avoir mais que j'avais choisi de ne pas vivre. 20 ans plus tard, je suis allée à Los Angeles. Pas pour la chercher. Juste pour vivre ma vie. J'avais enfin économisé assez d'argent. J'avais suffisamment enduré New York. Et je l'ai croisée par hasard. C'était dans un café. Un endroit laid près de Hollywood Boulevard. Et elle était là, avec un enfant. Une fille qui devait avoir environ 12 ans. Vivienne avait vieilli. Elle avait des cheveux gris. Mais elle avait le même regard. Cette lumière douce et triste dans ses yeux. J'allais simplement partir. La laisser tranquille. Elle avait construit une vie. Elle était heureuse, ou du moins, elle semblait l'être. Mais elle m'a vue. Et elle m'a reconnue immédiatement. Nous avons parlé pendant 3 heures. Pas au café. Nous avions marché jusqu'à son appartement, un bel endroit avec une vue sur les collines. L'enfant était sa fille. Elle s'appelait Simone. Vivienne l'avait adoptée d'Haïti quand elle avait 3 ans. Je voulais une famille, avait-elle dit. Parce que j'avais perdu ma première famille. Et c'était clair. Elle parlait de moi. De nous. Tu aurais pu m'écrire, avais-je dit. Je l'ai fait. Pendant des années. Et puis j'ai arrêté.
Parce que je devais vivre ma vie. Et il était plus facile de vivre si je ne pensais pas à ce que tu aurais pu être. Je suis désolée, avais-je dit. Je sais. On s'était tenu les mains. Pas de la façon dont nous le faisions autrefois. C'était juste, deux femmes qui avaient aimé et qui avaient perdu et qui avaient survécu. Si tu pouvais revenir en arrière, avais-je demandé, tu ferais différent. Elle avait réfléchi longtemps. Non, avait-elle finalement dit. Parce que ça m'a menée ici. À ma fille. À ma vie. Et tu sais quoi? Je suis heureuse. Enfin. Vraiment heureuse. Et je pouvais le voir. C'était écrit sur son visage. Avant que je parte, elle m'avait donné une cassette. Une cassette audio, avec sa musique. Ses compositions. Et dans la pochette, il y avait une note écrite de sa main. Pour Diamonde. Qui m'a enseigné que l'amour était plus fort que la peur. Même si tu as choisi la peur. L'amour était quand même là. Et ça l'est toujours. Vivienne. Je l'ai écoutée seule dans ma voiture en roulant le long de la côte. C'était la musique de nos nuits ensemble. Toutes les mélodies qu'elle avait jouées pour moi. Et elle sonnait différemment maintenant. Elle sonnait comme une acceptation. Un pardon. Je n'ai jamais vraiment revu Vivienne après ça. Mais on s'écrivait des lettres occasionnellement. Des lettres différentes de avant. Plus légères. Plus tranquilles. Et quelquefois, tard le soir, je mettais la cassette et je m'allongeais dans le noir et j'écoutais sa musique. Et je pensais à cette fille, Diamonde, qui avait aimé Vivienne au Blue Iris en 1979. Elle avait eu peur. Elle avait fait un choix qu'il avait regretté. Mais elle avait aussi appris que l'amour, même le type qu'on laisse aller, change qui vous êtes de façon fondamentale. Ça rend plus courageux. Ça rend plus sage. Ça rend plus capable de reconnaître la beauté quand tu la vois de nouveau. Et ça rend capable de dire, 20 ans plus tard, en écoutant une cassette usée, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas avoir été assez brave. Mais je suis reconnaissante que tu m'aies aimée. Même quand je ne savais pas comment t'aimer en retour.